Alors, on a vu dans le webcast précédent l'approche générale qui consiste à utiliser Mocha et Kai pour écrire les spécifications exécutables. Maintenant, on va voir en pratique comment on peut l'utiliser pour le premier endpoint, /register, qu'on va utiliser pour créer un compte utilisateur. Et puis, on va voir aussi comment l'API REST est implémenté et comment on va utiliser Mongoose. On va voir la notion de schéma et la notion de modèle pour pouvoir implémenter ce endpoint. Donc, je vais revenir dans mon IDE et puis je vais présenter du code que j'ai déjà écrit pour aller un peu plus vite. Donc, ce qu'on veut faire, c'est tester tous ces critères, tous ces cas limites qu'on avait vus dans l'introduction. Donc pour chacun, quand j'ai commencé à écrire ce code, j'ai vraiment écrit chaque phrase. J'ai d'abord écrit ce bloc. Je n'avais pas forcément pensé à tous les cas, mais j'en avais en tout cas une très grande majorité. Et puis ici, je n'avais pas mis cette référence à cette fonction, donc ça veut dire que mes tests étaient pending. On voit ici que ce que je suis en train de tester, c'est le endpoint /register. Donc ce que je mets dans mon describe, c'est ce que je suis en train de tester. Vous pouvez avoir des describes dans des describes dans des describes. Imaginez par exemple, ça pourrait être describe the REST API et puis à l'intérieur describe the register endpoint. C'est assez pratique quand on fait du reporting de tests puis qu'on a des milliers de tests d'avoir cette organisation hiérarchique. C'est assez pratique. Alors on va prendre ces tests et puis les commenter. Vous voyez ici que j'utilise aussi un fichier que j'ai mis dans le dossier support que j'ai appelé register.js et on va commencer par celui-ci. Donc vous voyez ici que j'exporte deux fonctions, une fonction generateUser et une fonction register. Celle-ci, elle est assez importante et puis elle n'est pas forcément évidente quand on commence à écrire des tests automatisés. Ce qui est important avec les tests automatisés, c'est qu'on puisse les exécuter de nombreuses fois dans un ordre arbitraire et puis toujours avoir le même résultat. C'est assez catastrophique si vous avez des tests automatisés et puis que des fois ils passent, des fois ils passent pas, même si vous ne changez pas le code de l'application. Donc typiquement, si en dur, dans mes tests automatisés, je donnais le username, comme on sait qu'il y a une contrainte sur l'unicité du username, ce serait assez facile d'arriver dans une situation où mon test échoue parce que j'ai exécuté un autre test qui créait avant exactement le même utilisateur. Donc c'est pour ça que ici j'ai fait cette fonction generateUser qui va générer des valeurs aléatoires et puis ici comme username, je n'ai pas forcément besoin d'avoir quelque chose de parlant pour un humain, pour un utilisateur. Je génère un GUID, ça va être une longue chaîne de caractères aléatoires, mais je sais que mon username ici va être unique, donc ça me permet ici, ça va me permettre d'écrire des tests automatisés qui sont indépendants les uns des autres. Donc quand on va voir sur le code, je vais plusieurs fois utiliser ce generateUser, ce qui va me générer cet objet aléatoire. La deuxième fonction que j'expose, c'est une fonction register. On peut lui passer un payload user. Et puis là, j'utilise cette librairie supertest_as_promised qui est un package npm qu'on peut utiliser pour écrire pour tester des API. Donc si je fais supertest_as_promised, on va arriver sur la documentation. Donc là, vous avez des exemples.
mais ça permet de manière assez succincte d'envoyer des requêtes sur une API REST, de recevoir une réponse, et puis après finalement de poser des assertions dessus. Donc ici, ma fonction register, elle va retourner une promesse. Hein, ça, c'est vraiment important. Des fois, on oublie de retourner ici la promesse. Et puis après, tout le flux s'en trouve altéré, sans qu'on ait forcément un message d'erreur. Donc, n'oubliez pas de retourner des promesses. Donc là, je vais retourner une promesse qui va être résolue quand j'ai envoyé un post sur /register, que j'ai seté le header content type, que j'ai envoyé le payload JSON, et puis à la fin, j'ai reçu une réponse, et ça, c'est finalement le résultat de la promesse que je retourne. Donc quand la promesse que je retourne est résolue, elle est résolue avec cette valeur. Response, là vous avez aussi bien la partie code de statut qu'un body avec la réponse. Ça ici c'est quelque chose qu'il faudra que je change. Vous voyez que j'ai hard-codé l'URL de l'API REST, c'est pas une bonne chose. Donc là, j'ai mon code de helper. Si maintenant je viens sur mon code de test, et puis on a le premier test automatisé, donc le endpoint doit me donner la possibilité de créer un compte utilisateur. Alors qu'est-ce que je fais pour tester ça? Pour valider cette spec, d'abord je génère un payload aléatoire en utilisant le helper. Ensuite, j'utilise la fonction register. Quand cette promesse est résolue, j'ai l'objet response. Et puis là, j'utilise KJS pour faire des assertions. J'ai utilisé deux syntaxes différentes. Hein, donc ce code ici, le redondant, c'était juste pour montrer deux façons différentes d'écrire la même chose. Donc je peux dire le code de statut doit être égal à 201, ou la réponse doit avoir une propriété statut qui a une valeur 200. Donc ce code-là ici, il est assez facile à comprendre. Celui-ci, il est un peu plus tordu. Donc ce que je veux voir ici, c'est si un des champs obligatoires n'a pas été fourni, alors je dois refuser la création du compte. Hein, donc si je reviens sur ma spec ici, si username, first name, last name ou password sont vides, alors je dois retourner un 422. Alors j'aurais pu faire un test automatisé pour chacun de ces champs. Ici, j'ai préféré avoir un seul test et puis tester toutes les conditions à l'intérieur. Donc, ce que je fais, c'est que d'abord, je génère un user aléatoire. J'en fais ici une chaîne de caractères. Ça, c'est pour pouvoir après toujours recréer un objet depuis la valeur originale. Je vais ensuite préparer 4 payloads corrompus. Et puis, dans chacun de ces payloads corrompus, je vais retirer à chaque fois un des champs. Et puis après, ce que je vais faire, je vais dire, pour chacun de ces payloads, j'ai envie de créer le compte. Donc, je vais à chaque fois recevoir une promesse. Donc, promesse ici, ça va être un tableau de promesses. Et puis, je vais dire, quand toutes ces promesses ont été résolues, donc quand toutes les requêtes ont fourni une réponse, alors je vais pouvoir faire une assertion. Et là, qu'est-ce que je fais? Je dis que chacune des réponses doit avoir un code de statut 422.
vous avez ici ce test où je veux tester qu'un mot de passe avec une longueur inférieure à 8 est refusé. Alors en fait, je fais deux choses. D'abord, j'envoie un mot de passe avec 7 caractères, ensuite avec 8. Là, je fais je vérifie que j'ai reçu un 422 et puis que dans l'autre cas, j'ai reçu un 201. Et puis ce que vous voyez, c'est que là, j'ai une chaîne de promesses. Donc c'est quand j'ai envoyé la première requête, j'envoie la deuxième. Ce code ici, donc là, ce que je fais, c'est que je veux tester que si j'essaye de créer un compte et puis que le username a déjà été utilisé, je devrais avoir une erreur. Donc pour tester ça, je vais créer deux utilisateurs. Je vais faire un premier appel pour enregistrer le premier. Ça devrait retourner 201. Ensuite, j'enregistre le deuxième. Vous voyez que je retourne cette promesse ici. Et puis là, j'ai la deuxième réponse et là, je devrais avoir un 422. Et puis vous avez ici ce test qui est un petit peu redondant avec le premier ici, hein, puisque je fais exactement la même chose, mais j'ai une assertion en plus. Donc là, on pourrait dire que je pourrais peut-être réécrire ma spec et puis combiner ces deux tests, mais c'est pas gênant. Voilà, donc ça c'est la partie test automatisé. Si je reviens dans mon terminal, ce que je peux faire, c'est exécuter juste un fichier de test. Et donc là, j'ai uniquement les 5 tests qui concernent ce endpoint qui sont exécutés et pas les autres. Si on regarde l'implémentation, il y a un premier fichier ici qui s'appelle user.js. C'est là où j'utilise Mongoose. Donc Mongoose donne la possibilité de définir des schémas. Donc ici, je vais dire j'ai un schéma qui représente des utilisateurs. Un utilisateur, ça a un username qui est une chaîne de caractères, qui est obligatoire et qui a une contrainte d'unicité. Ça a un first name, un last name qui sont obligatoires. Ça a un mot de passe qui est obligatoire et qui est aussi une chaîne de caractères. Puis là, j'ai un email, mais je ne dis pas qu'il est obligatoire. Alors c'est là où on voit aussi l'intérêt des tests automatisés. Ici, finalement, ce que je fais, c'est que je vais m'appuyer sur MongoDB pour enforcer mes contraintes. Quand je dis par exemple le first name, il est obligatoire, dans l'implémentation courante, c'est au moment où je vais essayer de créer le nouveau document dans MongoDB que je vais éventuellement avoir une erreur et que je vais renvoyer le 422. On pourrait avoir une autre approche et dire qu'on fait déjà une prévalidation avant de persister le document. On pourrait utiliser un framework de validation. Et puis si à un moment donné, je décide de faire ce refactoring, d'avoir les tests automatisés, ça va me permettre de voir que ce changement, et puis ce changement d'architecture, finalement, n'a pas eu d'impact sur mes utilisateurs. Si je n'ai pas ces tests automatisés, ça va être extrêmement périlleux de faire ça. Donc, vous voyez ici, j'ai défini mon schéma. Et puis après, je définis un modèle. La différence entre le schéma et le modèle, finalement, la notion de modèle, c'est ce qui va correspondre à une collection dans MongoDB. Et puis, on a la possibilité d'avoir plusieurs collections sur le même schéma. Si je viens sur mon contrôleur, on va retrouver un contrôleur Express standard.
Donc je vais accrocher ça sur /register et puis j'ai juste ici je vais juste traiter les posts qui sont faits sur /register. Je vais recevoir normalement un payload qui contient l'utilisateur. Quand j'ai un utilisateur, là je vais regarder s'il a un mot de passe et puis si la longueur du mot de passe est au moins de 8. Si ce n'est pas le cas, là je renvoie tout de suite un 422. Donc ce cas-là, je le traite ici. Et puis je vais même pas plus loin. Par contre, je teste pas la présence de first name, last name et username. Et puis après, derrière, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je génère le hash de mon mot de passe que je récupère ici. Et puis, je vais ensuite le persister dans la base de données. Vous voyez que new user ici, j'ai instancié le modèle Mongoose. Et puis après, derrière, je peux utiliser la fonction save. Donc, c'est au moment où je vais faire ce save que Mongoose va parler à MongoDB, essayer de persister le document. Je peux avoir une erreur et ce que je fais ici, je regarde. Alors si c'est une erreur de type validation, alors je retourne un 422 avec un message d'information. Je sais que dans certains cas, je vais avoir un problème d'unicité. Donc là, je renvoie un autre message. Et puis si c'est autre chose, ben, je retransmets simplement l'erreur. Si ce n'est pas le cas, si tout s'est bien passé, eh bien, je peux renvoyer mon code de statut 201, envoyer l'entête location, et puis ici, avec new user underscore ID, j'ai l'ID qui a été généré par MongoDB. Donc, vous avez ici le code qui implémente le endpoint, et puis ce qu'on peut tester, c'est que si tout à coup un développeur arrive et puis dit ah mais moi je vais pas retourner un 422 ici, je vais retourner un 404. Je sais pas pourquoi j'aurais envie de faire ça. À ce moment-là, quand je vais lancer mes tests automatisés, on voit que tout de suite, il y en a un qui pète. Hein, donc, on voit ici un avantage des tests automatisés, c'est que quand quelqu'un arrive et fait des modifications, sans penser que ça a un impact sur les spécifications et sur le comportement visible de l'extérieur, ben on arrive à attraper ça tout de suite. Si je dis ici, ben finalement, moi, je veux maintenant des mots de passe qui ont au moins 18 caractères de long. Ben, même chose ici, je vais avoir une erreur parce que quand j'ai fait un test et que j'ai passé un mot de passe avec une longueur de 8, il n'est pas passé. Très bien. Alors avec ça, on arrivé au bout de cette étape. Donc on a implémenté notre endpoint register. Et puis ce qui est très agréable, c'est qu'on a un test automatisé qui permet de valider son comportement. Donc on va continuer avec la même approche pour le endpoint auth. Et puis là, on va parler des JSON Web Tokens.